dizena yebisa nanga lelo bolingo zena mpasi ya solo mama makambo nyonso nakolinga nakoloba ekokende lokola sepamba yokelanga dizena sala mama nananda bolingo nanga zena. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, j'ai l'insigne honneur de vous accueillir dans l'enceinte de l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais. J'ai le plaisir de vous présenter la chaire Senghor, donc la structure universitaire et culturelle qui a bien voulu faire du lancement du livre de M. Blaise Ndala une occasion, une tribune d'échange. La chaire Senghor est constituée de 3 axes. En fait, l'axe 3 essaie d'établir des liens entre la culture et le développement. Et je suis responsable de l'axe 3, donc les activités de l'axe 3, en plus des travaux de recherche que nous menons à partir des œuvres de Senghor, c'est de pouvoir organiser des activités d'enseignement. On a un cours qui a été mis sur pied depuis 2011 qui s'intitule La francophonie plurielle. Nous avons des activités d'enseignement, mais aussi des activités qui sont ouvertes au grand public, comme l'organisation de soirées culturelles, de lancement de livres, pour permettre au grand public de faire connaissance avec les auteurs francophones de la région. Alors, mon nom est Michel Rémy-Lafont. Je représente la maison d'édition, les éditions de l'Interligne. Je voudrais d'abord remercier l'Université du Québec, la chaire Senghor, de nous recevoir. Les éditions de l'Interligne sont situées à Ottawa. Il y a plusieurs collections. Et la collection Vertige est la collection qui publie surtout des romans et des nouvelles. Alors, vous pouvez toujours accéder là, au site internet de la maison d'édition qui est très complet et vous pouvez voir l'ensemble des livres qui ont déjà été publiés ou qui vont être publiés là, au cours de l'année. Je remercie donc, je vous remercie d'être présente et présent au nom du conseil d'administration et de Mme Suzanne Richard-Muir, qui est la directrice générale de la maison d'édition et que je remplace. Je voudrais vous parler du livre de M. Blaise Ndala. J'en parlerai sans doute moins bien que l'auteur, mais ce que je peux vous dire, c'est que dès que j'ai eu le manuscrit en main, j'ai été soufflé par l'écriture de M. Ndala. Donc, c'est un livre fabuleux. Les comparaisons étant toujours un peu difficiles, mais je vais quand même faire la comparaison. Vous connaissez sans doute la littérature sud-américaine, avec Gabriel Garcia Marquez et d'autres auteurs aussi imposants. Ben, je vous dirais que, et sans exagérer, je vous dirais que le livre de M. Ndala va exactement dans ce sens-là. C'est un livre d'une puissance exceptionnelle. L'écriture est magnifique, le texte est beau, et je vous avoue très franchement que comme premier roman, c'est un roman qui est fortement réussi. M. Ndala a un souffle d'écrivain assez exceptionnel, alors il a mis la barre très haute pour les prochains romans. Donc, je n'irai pas plus loin dans la présentation du livre. Une chose est certaine, c'est que vous allez avoir énormément de plaisir à le lire et partager votre lecture, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup et bonne soirée.
Alors, je vais céder la parole à M. Blaise Ndala pour qu'il nous parle de son œuvre. Bonsoir. Merci, Monsieur Michel-Rémy Lafont. Merci, Madame Bernadette Cassé. Après tous ces mots, je suis tellement ému que je n'ose même pas commenter. J'aimerais d'abord vous remercier tous, vraiment du fond du cœur. Par une journée comme celle-ci, malgré la pluie, je sais que ce ne sont pas les occupations qui manquent, que vous avez jugé bon de venir m'honorer par votre présence, de partager avec moi la célébration de ce qui est vraiment le point d'achèvement d'un parcours très intime, mais également un parcours destiné finalement à l'altérité, à aller chercher chez les autres cet intérêt que j'ai pour la chose littéraire et finalement pour ce Congo et cette Afrique que je porte sous ma peau, comme Madame Cassie l'a si bien dit. J'aimerais également remercier du fond du cœur la chère Senghor. S'il y avait un espace pour accueillir la sortie d'un livre intitulé « J'irai danser sur la tombe de Senghor », je pense que cet espace était tout désigné. Ils sont nombreux également ici, en tout cas un certain nombre qui ont été les tout premiers à se frotter à ce texte quand il n'était encore qu'une ébauche. Ils ont voulu me donner de leur temps, de leur intérêt, de leur attention, mais surtout de leur œil perçant, leur œil d'aigle, pour aller chercher la petite bête, ce qui pourrait chatouiller l'esprit d'un lecteur rigoureux. Donc merci à vous tous qui avez appris d'une manière ou d'une autre que cet événement avait lieu, et merci d'être là, de m'apporter par votre présence ce coup de pouce dont j'ai besoin pour continuer sur ces chemins. J'irai danser sur la tombe des Senghor. Ce roman est en réalité l'histoire d'une désillusion. C'est l'histoire d'une désillusion. La désillusion d'un pays, le Congo, et d'un peuple, le peuple congolais. Pour marquer, pour illustrer cette désillusion, je vous donnerai comme ça, de manière éparse, 3 ou 4 séquences temporelles. Octobre 1960, nous sommes 4 mois après la déclaration d'indépendance de ce qui fut le Congo belge, sous le leadership de quelqu'un que beaucoup connaissent, un leader tiers-mondiste qui s'appelle Patrice Emery Lumumba. Le Congo, qui accède à l'indépendance, selon certains économistes, se retrouve pratiquement au même diapason économique, pour ne pas me répéter, que le Canada et la Corée du Sud. Le secret en est tout simplement que c'est un pays qui est extrêmement riche. Les Belges, à l'époque, les géologues belges utilisaient une expression devenue une sorte de rengaine chez les Congolais. Ils disaient que c'était un scandale géologique. Il ne faut pas chercher à savoir ce qu'il y a au Congo, il faut chercher à savoir ce qu'il n'y a pas au Congo. Le diamant, le coltan, le cuivre, l'uranium, notamment l'uranium qui avait servi, hélas, pour fabriquer la bombe atomique qui a été larguée sur Nagasaki et Hiroshima, venait de Shinkolobwe, une mine d'uranium qui est dans le sud-est du Congo. Le pétrole, le bois, le fleuve Congo qui représente le deuxième bassin hydraulique au monde après l'Amazone. C'est un pays gâté par la nature. Donc nous sommes en 60, l'indépendance arrive et ce peuple se voit promis à un avenir des plus audacieux, de plus beau. Quelques années plus tard, en octobre 1974, deux gaillards, Mohamed Ali et Georges Foreman, arrivent à Kinshasa pour ce qu'on appelait le combat du siècle. En ce moment-là, le rêve qui habitait ce pays et son peuple commence malheureusement à s'écorner. Quelque chose s'est passé entre octobre 60 et octobre 74, mais j'y reviendrai. Toujours est-il que lorsque ces deux personnalités, ces deux grandes figures de la boxe et du monde du sport en général foulent le sol congolais, le pays est en effervescence et il en découlera le combat que certains ont vu ici sur l'écran et sur lequel autour duquel a été tissée la trame que vous retrouverez dans mon livre. Octobre 2012,
troisième séquence, puisque nous sommes à la chaire Senghor de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie organise son 14e sommet. Kinshasa est choisie comme ville hôte de ces grands symposiums de l'espace francophone. Les images qui sont projetées par les télévisions du monde entier en prélude à cet événement politique sont tout sauf le reflet de ce qu'aurait pu être ce pays tel qu'il est décrit dans les propos que je tenais tantôt. On y parle de guerre, on y parle d'un pays dont l'indice de développement humain est malheureusement le plus faible au monde. Autrement dit, c'est le pays les plus pauvres au monde. Drôle de paradoxe. On y parle des viols de femmes, une partie du pays est décrite comme étant la capitale mondiale du viol. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? 2 ans plus tard, nous sommes en octobre 2014, hélas, ce constat amer, voire lugubre, n'a pas beaucoup changé. Cependant, malgré la déconvenue, malgré cette chute, ce chaos imprévisible et pourtant bien réel, palpable, matraqué à coups de reportages, d'images de toutes sortes, c'est un peuple qui est resté debout. Mais c'est aussi un peuple qui pêche par une espèce de mémoire sélective. Et c'est là où arrive ce roman. Quand j'entends mon oncle Eustache, à qui je dédie ce roman, au sujet de qui je dis d'ailleurs, à mon oncle Eustache Mikarabo pour les 3 amours de sa jeunesse, la rumba, la boxe et l'URSS. Cet oncle est tout un personnage, à lui seul, je pense qu'il vaudrait un autre roman. C'est un personnage en couleur. Des gens comme lui, des gens qui appartiennent à sa génération, qui est celle de mon ami Moumani, de Lambert et de bien d'autres ici dans la salle, cette génération-là, lorsqu'elle parle rétrospectivement de tout ce parcours, lorsqu'il constate l'échec cuisant de ce peuple, en tant que peuple, collectivement, en tant que peuple, de ce pays, eh bien, ils sont frappés par une nostalgie des plus étranges. Ils ont cette phrase qu'ils sortent à tout bout de champ, ils disent « Mais mon petit, t'as pas connu ce pays, t'as pas connu Kinlabel ». C'est comme ça qu'on appelait Kinshasa à cette époque-là. Quand Mohamed Ali est venu ici, quand on disait Ali Bomaye, ça c'était Kin. Donc voilà un peuple qui, face à l'échec, face à l'effondrement de tous les espoirs qui étaient permis, qui étaient tout à fait légitimes, se raccroche à l'époque de ce combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman, qui est finalement pour une espèce de paradis perdu. Ils disent, mais qu'avons-nous fait de ne pas nous retrouver ou de ne pas continuer le filon qui était le nôtre au moment où nous avions accueilli ces combats? Alors, moi je me dis, si c'est le cas, donc le Congo idéal, le Congo parfait, le Congo paradisiaque, c'est le Congo de Mohamed Ali, puisque c'est un événement fondateur, c'est un événement qui a tellement marqué au fer rouge la mémoire du Congolais, que chaque fois qu'ils regrettent le sort qui aujourd'hui est le leur, c'est à ce passé qu'ils se rattachent. Et ils ajoutent, puisque la guerre n'est jamais loin, lorsqu'on parle du Congo aujourd'hui, à cette époque-là, quand Mobutu était ici, quand Mobutu pouvait parler et que seul Senghor pouvait lui répondre, le petit Rwanda n'aurait jamais osé nous attaquer. Parce que, soit dit en passant, les rébellions nombreuses, multiples que j'ai évoquées, qui entraînent les viols et toute la corde de malheur que l'on connaît, ont souvent malheureusement eu pour source 2 pays voisins au Congo, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Pour ne pas refaire un cours d'histoire ici, moi, ce qui m'a dérangé et ce qui m'a interpellé au point de m'amener à écrire ce roman, c'est le fait qu'alors même qu'au cœur de l'Afrique, alors même qu'au Congo, à l'instar de beaucoup d'autres pays africains, hélas, un régime tyrannique, dictatorial, s'imposait, mettait une chape de plomb sur son peuple, affligeait ce peuple, le réduisait littéralement en état d'esclavagisme. Le peuple, 40 ans plus tard, se réveille et dit « Le Congo, c'était le Congo de Mobutu, c'était le Congo de Mohamed Ali. » C'est pour casser ces mythes,
C'est pour tordre le cou à cette nostalgie trompeuse que j'ai essayé très modestement de remettre les pendules à l'heure. De dire non, vous étiez, hélas, tout simplement victime de cet adage que les Romains de l'Antiquité aimaient à répéter quand ils disaient du pain et de jeu. Mobutu, pour mystifier son pouvoir, pour mettre sous la table toutes ces choses abominables, tous ces règnes tyranniques qu'il avait imposés, a sorti de son chapeau ce combat mythique dont personne ne voulait aux États-Unis. Mobutu sort des coffres du Congo 20 millions de dollars américains pour acheter ce combat qui va se passer à Kinshasa et dont l'issue est connue et qui a été repris notamment dans le film When We Were Kings de Léon Cast et également dans les films Ali avec Will Smith et Jamie Foxx. Cela étant dit, c'est des films que vous connaissez, c'est des films que tout le monde a vus. Pourquoi un roman sur un événement comme celui-là que tout le monde connaît finalement? Parce que je me suis dit que fort probablement, ce combat qui n'a été relaté et finalement dont Hollywood s'est servi, n'a été présenté au public qu'avec deux yeux des Occidentaux, ce qui n'est pas un tort. Sauf que je me suis dit, qu'aurait à dire un Congolais ordinaire sur ce combat si on pouvait lui laisser la parole? Et quel Congolais serait le mieux placé, sans œillère, pour nous rendre l'envers du décor de ce combat qui est, pour moi, effectivement, l'acte fondateur de la déliquescence du Congo. En médecine, j'ai une pensée pour la fièvre hémorragique Ebola, on a l'habitude de parler du patient zéro. C'est lui à partir duquel une épidémie se répand. Pour moi, le combat du siècle est l'acte zéro de la chute du Congo et de la déconvenue du régime Mobutu. Et pour raconter cet acte zéro, ce coup qui va marquer la descente aux enfers d'un pays qui était promis un bel avenir, et puisqu'on parle d'un pays où la musique est reine, j'ai donné la parole à un jeune qui quitte son village avec un rêve fou de monter à Kinshasa et de rejoindre un groupe mythique que beaucoup connaissent, le Zaïko Langa Langa. Et c'est là que finalement, ne connaissant pas les côtes de la ville, il va se laisser prendre dans plein de pièges. Et puis il va finir tout simplement dans les coulisses du pouvoir, travaillant pour l'un des conseillers spéciaux du tyran qui est en charge de l'organisation de ce combat. Et c'est de ce point d'observation que lui, le naïf, le Congolais ordinaire, qui n'a rien à voir avec le jeu politique, va nous raconter ce récit que vous allez lire. Et c'est lui qui va nous révéler, entre autres choses, parce que ça nous ramène au titre finalement, parce qu'on pourrait dire « et Senghor dans tout ça », c'est lui qui va nous révéler qu'en fait ces combats, Mobutu l'a voulu, certes pour sa grandeur, mais il l'a surtout voulu parce qu'une rumeur courait à l'époque. Et cette rumeur disait que le prix Nobel de littérature serait décerné à son rival, à Mobutu, à Senghor. Et ça, Mobutu ne pouvait le supporter. Et comme il ne pouvait pas le supporter, quoi de mieux que d'embaucher Ali, un autre chantre de la cause noire, puisque lui-même est le père de l'authenticité, cette théorie qu'il veut opposer à la négritude de Senghor. Quoi de mieux que d'acheter ce combat de l'amener à Kinshasa et d'en donner plein la vue, d'en mettre plein la vue au monde. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je laisse mon narrateur vous convaincre ou pas. Merci beaucoup. Merci Blaise pour cette belle présentation de l'œuvre. Textualisation aussi de tout ce récit. Alors maintenant, nous allons entendre la voix d'une belle jeune femme prénommée Mathilde qui va nous lire un extrait du roman. Alors que débute le 6e round, je m'accroche au bras de mon amie Malaïka, la fille du doyen du comité central, assise à ma gauche. Nous sommes sur le parterre réservé aux VIP, moi derrière mon mari,
C'est la rangée des femmes, ou plutôt celle des femmes d'eux et des filles d'eux. J'avais cru que je pourrais dominer mes émotions et suivre le combat sans avoir l'impression de me faire arracher le cœur. C'est raté. Chaque coup, expédié par l'un ou l'autre des deux boxeurs, plonge un pieu dans mon ventre, le remue et le tire dans une pression égale à celle qui doit faire jaillir un « plaintif de la bouche de celui qui le reçoit. À la télé, ça passait encore. On pouvait presque croire que c'était du cinéma. Mais là, à quelques mètres de ces deux forces de la nature, l'art de cogner prend une autre dimension. Impitoyable et inhumaine. Comme une procession houleuse vers les fournaises de l'enfer. Le ring est une piste minée où l'irréparable peut jaillir à tout moment, cracher du fond des entrailles de cette rage sourde qui habite l'adversaire. Mon amie, elle, est aux anges. Elle savoure chaque instant et met des commentaires qui la feraient presque passer pour une journaliste sportive au fait de tous les secrets de la boxe. À plusieurs reprises, elle a anticipé les gestes des deux athlètes, m'annonçant avec quelques secondes d'avance comment Mohamed Ali allait réagir après un assaut de George Foreman, avec quel bras ce dernier allait sortir son prochain uppercut, et j'en oublie. C'est pour désigner Malaïka que l'expression garçon manqué fut forgée. Sportive, taillée comme une lanceuse de javelot, elle ne s'impose aucune limite physique. Après s'être essayée au judo, du temps où son père était diplomate en Corée du Sud, elle a pratiqué le tennis, le basketball, la natation et j'en oublie. Depuis 2 ans, elle s'est affiliée au cercle hippique de Kinshasa, non loin du palais présidentiel du mont Galiema. L'équitation est ainsi devenue sa nouvelle passion. C'est là qu'elle s'offre des plages d'évasion de l'irrationalité du monde dans lequel elle vit. Celui de sa famille et de son entourage, qui ne la regarderait plus avec les mêmes yeux s'il devait soupçonner qui elle est vraiment. Son secret, son fardeau, je suis la seule à partager avec elle. Elle sait qu'elle peut me faire une confiance totale, voire aveugle. L'inverse n'est pas moins vrai. Je me confie à elle comme à nul autre. Nous nous comprenons, nous nous soutenons. Nous savons trouver chacune le mot, le geste que l'autre attend pour garder la tête hors de l'eau et ne pas chavirer. Dans ce beau pays de l'authenticité, son secret a des parfums d'abomination. Malaïka est aux filles, lesbienne. 9 lettres qui lui vaudraient l'ostracisme complet si un seul membre de sa famille savait la raison première qui lui fait préférer la compagnie de certaines femmes expatriées, rencontrées au cercle hippique, à celle des filles à papa qu'elle côtoie à Nsélé. Alors qu'elle est folle amoureuse d'une beauté du nom de Lola, étudiante en art dramatique et fille de militaire, Malaïka vient de se fiancer avec le fils d'un des amis de son père. Un jeune architecte qui a mené de brillantes études en Belgique, qui réussit plutôt bien dans sa jeune carrière et qui lui offrirait la lune et le soleil réunis sur un plateau doré si elle devait le lui demander. Il est pathologiquement malaïkisé, le pauvre, si seulement il savait, me confiait-elle il y a quelques jours, alors que nous rentrions du gymnase où nous étions allés assister à l'entraînement d'Ali. Alors, l'auteur est à vous. Vous pouvez poser. Vous pouvez relaxer mariner, donc vous pouvez maintenant vos questions. Et puis, ceux qui veulent aussi acheter le livre, après il y aura la Zena yebisa nanga lelo bolingo Zena mpasi ya solo mama makambo nyonso nakolinga nakoloba ekokende lokola sepamba yokelanga dizena sala mama nananda bolingo nanga Zena juju Zena bolingo ngobomi mboka nasala koboni mpo oyokelanga